Quand on parle de la VAE, on parle souvent du dossier. L'écriture, le référentiel, le jury, les heures de travail. Mais plus j'avance dans ces échanges autour de la VAE, plus une idée revient. La qualité du parcours repose aussi énormément sur les personnes que l'on rencontre en chemin. Les accompagnateurs, les jurys, celles et ceux qui savent à la fois guider, rassurer et rester exigeants. Et parfois, certaines personnes connaissent la VAE sous plusieurs angles à la fois, comme candidat, comme accompagnateur, comme membre de jury. Alors, qu'est-ce que cela change dans leur regard, dans leur posture, dans leur manière d'accompagner et d'évaluer les candidats? Bonjour, je suis Anne Bérangère, architecte accompagnatrice de parcours en VAE. J'accompagne des professionnels à transformer leur expérience en certification avec un cadre structuré, exigeant et profondément humain. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Tournade. Jennifer porte 3 casquettes particulièrement complémentaires. Elle a elle-même obtenu les diplômes de moniteur éducateur et d'éducateur spécialisé par la VAE. Elle est aujourd'hui formatrice et accompagnatrice VAE dans le secteur médico-social, notamment pour les diplômes AES, ME et ES. Elle intervient également comme membre de jury dans 2 académies. Depuis plusieurs années, elle accompagne des candidats venus d'horizons très différents, avec une conviction forte. La VAE mérite un accompagnement exigeant, humain et ancré dans la réalité du terrain. Jennifer travaille au sein de l'organisme Julia Accompagnement VAE, une structure à taille humaine qui s'appuie sur une équipe d'accompagnateurs experts des métiers qu'ils accompagnent, puisqu'ils en sont eux-mêmes diplômés. Dans cet échange, on parle de posture professionnelle, d'exigence, de préparation à l'oral, mais aussi d'humour, de stress et de confiance. Bonne écoute! Alors, en première question, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie d'accompagner les candidats et ensuite amener vers votre rôle de jury? Alors, en réalité, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par être jury. D'accord, Très rapidement après mon diplôme, en fait, j'ai été rappelée par le DAVA pour faire le jury sur la session d'après. C'était pas un rôle facile parce que je suis passée d'un côté à l'autre du miroir. Mais voilà, moi aussi, je me suis questionnée sur ma légitimité à ce moment-là. Et je n'étais certainement pas le jury que je suis aujourd'hui. Mais pour autant, voilà, ça m'a permis de pousser ma conviction de la VAE et du coup d'aller vers l'accompagnement par la suite. Du coup, d'accord. je fais l'inverse. Oui, Et puis, porté par cette envie aussi de pousser les professionnels de terrain à être reconnus dans leurs compétences, dans le métier qui correspond vraiment aux missions qu'ils exercent. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est ça, c'est les glissements de tâches sur le terrain et des professionnels qui sont pas reconnus comme tels, qui se cherchent beaucoup, qui sont en constante recherche de légitimité, alors qu'en réalité, ils sont déjà ces professionnels futurs diplômés, quoi. mmh, d'accord. Alors, si on s'intéresse au rôle d'accompagnateur, pour commencer, qu'est-ce qui, d'après vous, est essentiel dans ce rôle d'accompagnement? Je crois que la première, la première chose essentielle, c'est le soutien. Il faut soutenir son candidat, il faut être bienveillante, pédagogue aussi. Alors ça, j'ai appris à l'être. Je n'étais pas forcément au départ. Et puis j'étais parfois très agacée par certains retours qui me hérissent le poil. Mais au final, voilà, on est dans de l'analyse de pratique finalement. Et puis, et puis le savoir-être, la connaissance précise des référentiels aussi, c'est important aussi dans le rôle d'accompagnateur. Les missions des professionnels que j'accompagne, je les connais parce que moi-même, je l'ai été sur le terrain. Donc effectivement, c'est aussi un plus. Et puis, oui, j'accompagne que les métiers dont j'ai les diplômes. Oui, d'accord.
Et alors maintenant, quand on bascule côté jury, qu'est-ce que vous attendez d'un candidat? J'attends une posture professionnelle. Je veux que le candidat ait la capacité d'analyser ses compétences à travers l'expérience qu'il nous expose. En fait, lorsqu'on questionne, les réponses doivent être relativement spontanées. Euh, on peut laisser un peu le temps de la réflexion, évidemment, parce que le stress faisant, c'est jamais évident, cette posture de candidat, mais selon le niveau du diplôme visé, les attentes vont être aussi différentes, plus ou moins exigeantes. Chaque professionnel croit en les compétences qu'il nous rapporte et nous, on est là pour venir justement vérifier ces compétences. Oui, d'accord. Et alors, est-ce que votre propre parcours de candidate, puis jury, puis accompagnatrice, influence votre manière d'accompagner ou de juger un dossier quand vous êtes jury? Alors, en quelque sorte, je dirais qu'on n'est jamais là par hasard. Mhm. J'ai vécu une scolarité un peu compliquée, très souvent rabaissée, face à des adultes professeurs qui croyaient pas en mes compétences ni en mes capacités, ni en ma volonté de réussir malgré que j'y mettais du cœur finalement. Je n'ai pas du tout cette posture de sachant face aux candidats qui se présentent pour l'obtention de leur diplôme. J'ai toujours un rôle un peu d'orientation de conseil. J'aime bien aussi faire réfléchir les candidats. Même en jury, en fait, c'est vraiment un échange, on discute. Et mon travail, c'est ensuite d'analyser la teneur de l'entretien pour la validation ou pas du diplôme. Oui. Et alors justement, quand vous êtes jury, comment est-ce que vous différencieriez, oui, comment vous feriez la différence, ça va être plus simple comme ça, entre un dossier, on va dire, complet et un dossier qui est convaincant? La différence réside dans l'analyse de la posture, la remise en question et les réajustements. Personne n'est parfait, aucun professionnel n'est parfait. Le tout, c'est de le voir, de le comprendre et de se réajuster continuellement. Et encore plus dans des métiers du médico-social où on travaille avec de l'humain. Oui, tout à fait. Mm. Alors, si on revient maintenant au rôle d'accompagnateur, le parcours VAE, bah, il est long, parsemé d'embûches. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de repérer qu'un candidat commençait un peu à décrocher ou à fatiguer? Oui, alors moi je le vois dans l'espacement des retours. Quand j'accompagne, je mets en place avec chaque candidat une dynamique de travail qui lui est singulière. Quand le candidat envoie son dossier 2 fois par semaine, eh bien, j'ai l'habitude d'ouvrir mes mails et de voir le dossier du candidat. Et quand les retours s'espacent, eh bien, du coup, la question se pose. Et de là, voilà, on vient un peu questionner le candidat pour savoir ce qui se passe à son niveau. D'accord. Et alors justement, comment faites-vous ensuite pour essayer de raccrocher si le candidat confirme le décrochage? J'ai l'exemple précis d'une candidate qui me faisait des retours d'écrit tous les 2 jours. J'avais pris l'habitude vraiment tous les 2 jours d'avoir son retour, donc on était vraiment dans une dynamique extrêmement régulière. Et puis au bout de 2 mois, son écrit avait bien avancé, mais les retours se faisaient moindres. Et puis d'un coup, plus de nouvelles. Euh, alors là, voilà, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait pour venir accrocher du coup le candidat. Je commence par envoyer un premier mail pour proposer un temps d'échange et puis savoir aussi comment il va prendre des nouvelles. Je parle pas forcément de l'écrit parce que finalement, peut-être que c'est pas la, la dynamique du moment et c'est pas le moment. Enfin voilà, on sait pas ce que les candidats vivent aussi à titre personnel. Donc voilà, simplement je prends des nouvelles. Euh, et puis donc, cette candidate, elle me confie être perdue, plus avoir confiance en elle, ne pas avoir l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, elle a énormément avancé, donc je l'ai valorisée. On a repris ensemble la teneur de son écrit. Je lui ai montré à travers ma fiche de suivi tout le chemin parcouru en nommant les dates précises, en partageant aussi mes commentaires, car dans cette feuille de suivi, je note à chaque retour un peu ce que je fais, ce que je ressens aussi, ce que je perçois chez la candidate. Et puis elle a pris conscience finalement de tout le travail accompli. Je lui ai laissé du temps, je n'impose pas forcément de deadline sur des candidats qui n'en ont pas toujours besoin. Je lui ai laissé du temps. Et, euh, et puis finalement, avec cette candidate, il y a un vrai lien qui s'est créé. Puis je lui ai mis ce que j'appelle moi une pression positive. C'est-à-dire que voilà, avec le délai du dépôt qui approchait, eh bien,
voilà, toujours dans cette motivation, finalement, elle a rendu son livret en temps voulu et elle est revenue. D'accord. Et alors, en tant que jury, est-ce que ces signes de décrochage, ça se constate, soit à l'écrit, soit à l'oral, ou alors ça se constate pas forcément? Alors, le stress de l'oral, majeur ou mineur, c'est trace. Ça dépend vraiment du candidat. Ça peut se percevoir lors de l'oral, et si c'est le cas, en tout cas, je viens rechercher le candidat, je reformule. Moi ou même mes co-jurys reformulent à leur façon. Enfin voilà, on a plusieurs façons de faire. Nous aussi, hein, on se connaît pas avant le jury. Et du coup, on met aussi en place cette dynamique de co-jury là. Donc voilà, c'est venir reformuler chacun notre tour et puis bah, si le candidat malheureusement s'en saisit pas et on voit bien qu'il y a eu des difficultés majeures, c'est pas perdu en fait, c'est pas grave. Enfin, le prochain passage sera le bon. OK. Alors, au niveau des stratégies, vous nous donniez tout à l'heure, un exemple, là, vous repreniez des nouvelles, pour quelqu'un qui décroche un peu. Est-ce que vous avez d'autres stratégies en tant qu'accompagnatrice, quand vous sentez que la personne, s'essouffle un peu? Alors, ça dépend vraiment de chacun. En fait, il y a des candidats qui ont vraiment besoin de deadline et auquel cas, là, la stratégie, ça va être, voilà, tu veux déposer à telle date, eh bien, on va aller ensemble autant que faire se peut vers cette date-là de dépôt. Il faut que tu aies terminé telle partie à tel moment. En fait, c'est vraiment parfois venir déposer des dates. Ça permet vraiment aux candidats de ne pas se laisser déborder par les émotions, par la quantité de travail. Et encore une fois, je leur dis que ce qui compte, c'est vraiment pas la motivation, c'est la rigueur de travail. Mmh, OK. Alors, est-ce que du coup, vous avez un outil, spécial ou le rétro-planning peut-être? Oui, j'ai un rétro-planning et puis la communication, en fait, aujourd'hui, on passe très bien par WhatsApp. Alors, je leur fais des petits vocaux en leur chantant des petites chansons parfois pour qu'ils reviennent vers moi, savoir où est-ce qu'ils en sont. En fait, garder ce lien, toujours de pied accroché à l'étrier, là, je suis là, hein, je t'oublie pas et c'est pas parce que j'ai peut-être 60 candidats que je t'oublie. Enfin voilà, j'aime bien venir re-questionner régulièrement. Ouais, et garder ce lien, ouais, on sent l'importance du Toujours lien entre la ouais. communication. Ah oui, oui, ça c'est une base. Mmh. Et alors quand vous êtes, membre de jury, est-ce qu'il y a des éléments que vous retrouvez en vous disant: «Ah bah tiens, ça c'est certainement une personne qui a été accompagnée» parce que, quelque part on sent un peu, la méthodo peut-être de l'accompagnateur ou pas? La structuration. La Mmh. structuration de l'écrit, la structuration de l'entretien. Euh, Bah, moi, je demande vraiment à mes candidats une rédaction structurée et à la hauteur du diplôme visé. Je le reconnais dans l'écrit, en fait. Effectivement, c'est un métier d'accompagner. On n'accompagne pas Mmh. comme ça. Et bien, quand le candidat est accompagné, ça se voit, ça se sent. Puis il est plus, Mmh. plus ancré. Oui, et est-ce que ça se sent aussi à l'oral? Ah, oui, ça se sent à l'oral à travers la méthodologie. Mmh. Après, il est vrai que l'oral déstabilise beaucoup et bien souvent en perdant toute notion de structuration. Mais on arrive quand même à sortir, par exemple, dans la méthodologie de projet, le candidat, il la connaît. Il la connaît, donc il suffit de venir le mobiliser un petit peu et hop, et puis là, ça coule tout seul. C'est vraiment, voilà, rassurer, Oui, établir toujours ce lien. toujours. On retrouve. Et est-ce que justement au moment de l'oral, si un candidat, peut parfois sans s'en rendre compte, faire quelque chose qui va vous donner confiance ou vous convaincre, pour le diplôme, qu'il vise, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui vous permettent de cocher des cases, en vert, on va dire? Rebondir. Toujours rebondir, répondre à la consigne et rebondir sur des exemples pratiques. Il ne faut pas oublier qu'on est en VAE et qu'on vient là évaluer une pratique professionnelle. Donc quand le candidat a l'aptitude de venir rechercher sur la même expérience, ou même parfois même aller chercher sur d'autres expériences, enfin, faire du lien entre la question et d'autres situations, alors effectivement c'est tout gagné, hein. C'est ça qu'on veut. Mmh.
Mm. Ok. Et alors, la préparation à l'oral, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup parlé de l'écrit, mais en accompagnement, on prépare aussi les candidats à l'oral. Quand vous faites cette préparation à l'oral, sur quoi est-ce que vous insistez le plus avec le candidat? Alors, rebondir, déjà, ça Oui. c'est, je les prépare à ça. Je les prépare à ce que j'attends en tant que jury, en réalité. Euh, Mhm. je les prépare aussi à l'éventualité du transfert de compétences. C'est-à-dire que le jury aime voir que le candidat, aujourd'hui, si le candidat travaille dans le handicap, peut-être que l'obtention du diplôme va lui permettre d'aller, je ne sais pas, dans la protection de l'enfance ou dans tout autre domaine. Peut-être voir si le candidat a une veille professionnelle. Et puis, Mhm. étant voilà, c'est pas forcément préjudiciable parce que finalement, on n'est pas là pour venir évaluer ça, mais moi, j'aime bien, en fait, voir si le candidat peut aller questionner sa veille dans d'autres secteurs que celui qui lui appartient. D'accord. Et alors, le jour J, quand le candidat rentre dans la pièce devant son jury, qu'est-ce qui compte dans les tout premiers instants? La posture. En fait, c'est ce qu'on voit en premier. Euh, pas tant le stress, parce que des candidats stressés, on en voit tout le temps, et puis des mains qui tremblent, et puis des candidats, voilà. C'est la posture, en fait. Le candidat qui va être plutôt avachi sur sa chaise ne donne pas la même impression qu'un candidat, même stressé, qui se tient ancré sur sa chaise. Voilà, pied posé, main sur la table, on est ancré dans le moment. Oui, oui, la posture a vraiment toute Ah son oui, ça, importance. oui, oui, ça a son Mm. importance. D'accord. Et alors, donc, toujours en tant que jury, forcément, vous lisez le dossier avant. Si au moment de la lecture du dossier, vous sentez une candidature un peu fragile, mais que l'oral est très bon, comment vous réagissez dans ce cas-là? Alors, je viens dans un premier temps questionner la teneur du dossier. J'essaye de comprendre pourquoi l'écrit est fragile. Parfois, il y a des candidats qui ont vraiment de grosses difficultés à l'écrit et qui sont très à l'aise à l'oral et inversement. Mm. Maintenant, c'est aussi selon le niveau en fait, hein. L'écrit a son importance évidemment, mais je dirais sur un diplôme type éducateur spécialisé où on est quand même en attente d'un certain niveau en termes de rédactionnel. Euh, si l'écrit est fragile, en fait, je le demande au candidat. Qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce que... Voilà, je questionne. Mm. Ça sert à rien de passer par des chemins de traverse. On va Oui, directement à la question. d'accord. Et si on imagine la situation inverse, un dossier qui est très correct et puis à l'oral, ça s'annonce plutôt fragile. Alors, la priorité, c'est de vérifier que le candidat est bien l'auteur de son livret. Mm. Parce qu'effectivement, c'est là la question peut se poser. Du coup, c'est la question qu'on se pose pas forcément dans l'autre sens, mais sur ce côté-là, effectivement, on vient vérifier ça. Je peux, au même titre qu'avant, venir questionner directement le candidat et le pourquoi de ce grand écart. Encore une fois, hein, la communication est le maître mot. Et puis, je viens, tout comme à l'oral précédent, enfin, questionner ce que le candidat va mettre en place pour monter en compétence, soit dans sa rédaction, soit dans sa posture, son analyse et sa réflexion. Ok, d'accord. Et est-ce que vous auriez une petite anecdote, un moment d'oral que vous n'avez pas oublié? Mm. Peut-être que cette candidate se reconnaîtra. C'est une candidate lors des précédents oraux là, qui est arrivée pour sa présentation avec un jeu de cartes. Elle s'est saisie de chaque carte comme d'un acrostiche avec les initiales du mot éducatrice et elle a donné ses traits de caractère et ses compétences professionnelles. Et de fait, je pense que c'était trop bien, c'était trop trop bien. Et vous, en tout cas, qui m'écoutez, osez et faites la différence. C'est Oui. hyper cool. Mhm. Donc, elle avait vraiment une carte avec le E de éducateur et Ah fait ouais. tout le mot comme ça. Ouais, c'était hyper D'accord. intéressant. C'était un deuxième passage. C'était un deuxième passage et c'est une candidate qui tenait bien la route. Ouais. Mm. Mhm. Elle restera dans mes mémoires, celle-ci. Ah oui. Donc, la créativité peut aussi être un point positif Ouais, pour l'oral. complètement. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur un point dans l'accompagnement. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Vous disiez, il y a des candidats qui ont besoin d'avoir des deadlines, des choses comme ça. Donc, comment vous arrivez à gérer cet équilibre entre, ben,
il faut respecter les délais qui sont imposés, il faut que je relance la personne parce que je sens que ça va un peu moins. Comment est-ce que vous arrivez à trouver ce juste équilibre entre mettre un petit peu de pression, mais pas trop? Alors, le temps est mon meilleur allié. Quand la limite entre l'accompagnement et le dépôt de livret approche, je viens poser des mots justes pour tenter de remobiliser le candidat. Après, il s'agit de son investissement aussi, et ça je leur dis, c'est pas ma vie à eux. Je peux pas effectuer le travail à leur place. Si ce n'est pas le moment pour le candidat, eh bien, vaut mieux différer ce travail qui est un vrai investissement plutôt que de se laisser trop démotiver et finalement jamais remettre le pied à l'étrier, quoi. Oui. Et donc cet équilibre, alors si j'extrapole un petit peu, entre bienveillance et exigence, vraiment c'est au fil de l'accompagnement et selon le candidat que vous avez devant vous. Oui, c'est ça. Il y a des profils qu'on accompagne qui sont quand même plus fragiles. On le voit très rapidement hein, lors de nos visios. Si le candidat est très vite déstabilisé ou un candidat qui est très anxieux, enfin, évidemment, on va pas forcément mettre la même pression, enfin pas de la même façon, parce que effectivement la pression sera la même, le dépôt est pareil, mais peut-être voilà tout mieux expliquer, peut-être prendre euh, plus de temps en visio, plus de temps téléphonique, enfin voilà, selon la personne encore une fois, hein, comme elle se sent le plus à l'aise, eh bien c'est venir effectivement, oui, on a un délai. Enfin, mais c'est pas une fin D'accord. en soi. C'est-à-dire que si c'est pas le moment, eh bien, la recevabilité valable 3 ans, eh bien, vaut mieux Mm. différer ce travail à l'année suivante si l'année est plus opportune, que de foncer tête baissée dans un échec. Ça sert à rien. Ouais. Oui, tout à fait. Mm. Et est-ce que maintenant ça vous est arrivé entre membres de jury de pas forcément avoir la même lecture d'un dossier ou bien même d'un oral? Et dans ces cas-là, est-ce que vous arrivez à trouver un terrain d'entente à deux ou à trois? Oui, ça c'est vraiment difficile, hein. Parfois, on n'a pas les mêmes attentes non plus. Alors, et ça, c'est aussi selon le niveau de chacun. Parfois, on va être avec des directeurs d'établissement ou des cadres ou des cadres intermédiaires ou alors des professionnels de terrain. Et du coup, on sait bien, Mhm. on n'a pas le même, la même attente du candidat. Il faut échanger. En fait, on échange, on pose les pour, les contre, peut-être même à distance parfois, on attend la fin de journée, on reprend l'entretien, nos notes, etc. Mais à partir du moment où la question se pose, c'est qu'il y a des failles pour la validation totale du diplôme quand même. Oui, oui. Il n'y a jamais eu de, enfin, validation totale, pardon. Il y a toujours un consensus Et entre les oui, membres du jury. ah oui, effectivement. Ouais. Mm. Ok. Et est-ce que vous avez déjà, comme ça, une anecdote d'un dossier pour lequel, entre membres de jury, vous n'étiez pas d'accord et il a fallu batailler un petit peu? Oui, oui, bien sûr. Alors, j'étais avec un directeur d'établissement et puis voilà, il venait beaucoup chercher le candidat sur le règlement de fonctionnement, le règlement intérieur, etc. Enfin voilà, finalement, bon, bah oui, effectivement, il faut avoir les connaissances, on est d'accord. Mais ça, c'est des connaissances qui s'acquièrent avec le temps aussi. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la posture sur le terrain. Enfin, ce candidat, c'est peut-être mon collègue de demain. Du coup, est-ce que ce candidat tient la route? Voilà, ça a été toute une petite bataille, oui, mais le cadre de l'établissement n'est pas bien acquis, oui, d'accord, mais bon, en même temps, sur le terrain, c'est un pro qui tient la route, enfin, on voit bien, Oui. il est là, il est bienveillant, il est avec ses usagers, voilà, il est professionnel, avec ses collègues, ça roule, enfin, bon, il a lâché. Vous avez réussi à lui faire entendre Oui, c'est raison, ça. Ce candidat nuance. a tout gagné parce que je sois là. Ok. Alors, si on parle maintenant un peu plus personnel, touche personnelle, j'aime bien dire que chaque accompagnateur a un peu sa marque de fabrique. Quelle serait la vôtre? J'accompagne des candidats 10, TDAH, TSA. Pour autant, ils présentent toujours un dossier très structuré, rédigé de façon authentique
pas d'intelligence artificielle chez moi. Je bannis ChatGPT, je refuse de corriger et je me positionne contre aussi dans les jurys. Euh, Parce que j'ai un secret à vous avouer, c'est que tout se voit et que même quand vous rédigez, pensez qu'on ne va pas le voir, on le voit quand même. Euh, vous n'êtes pas l'IA. Et quoi qu'il arrive, on arrivera à le détecter. Et après, il y a aussi la diversité. Je leur demande toujours de développer plusieurs situations rencontrées, ce qui permet au jury de ne jamais être lassé de lire ce livret. Parce qu'en réalité, rédiger un livret, c'est plaire au jury. Donc quand à la première lecture, à la lecture, le jury est accroché par ce qu'il lit, c'est déjà des sacrés points de gagner. Tout à fait. Et alors, en tant que membre de jury, est-ce qu'il y a aussi une marque de fabrique? J'aime bousculer un peu le côté très formel de cet entretien. L'humour entre souvent en jeu. Voilà, je viens un peu déconstruire le stress et l'angoisse et on est entre pros. On est là, on est bien. Voilà, voilà, faut venir un peu déstabiliser la formalité du moment. Ok. Et alors, si un ancien candidat ou un collègue membre de jury parlait de vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il retienne de votre travail ensemble? Exigeante, mais elle a quand même des connaissances précises dans les attentes du référentiel et ce qu'on attend du professionnel du terrain. Oui, d'accord. Alors, on continue toujours. En quoi le fait d'être accompagnateur, c'est vraiment une aide quand on est jury? Et inversement, en quoi le fait d'être jury, c'est vraiment une aide quand on est accompagnateur? J'apprends de chaque candidat que j'accompagne. Être en lien avec des candidats si différents, venant de milieux, enfin totalement, et puis toute la France aussi, parce que, et même de d'autres pays d'ailleurs, euh, ça permet de, voilà, d'être, je pense d'être toujours, voilà, dans une certaine remise en question, réajuster ma posture constamment, et du coup ça parfait toujours que ce soit l'un ou l'autre des rôles. Mmh. D'accord. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Le temps tourne vite quand on discute. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui est en plein parcours VAE et qui écoute le podcast, qu'est-ce que vous lui diriez? Le parcours est long, sinueux, mais il en vaut la peine. Courage. Et peut-être un peu plus ciblé pour quelqu'un qui passe bientôt devant le jury? Vous touchez du doigt votre but. C'est l'aboutissement de toute votre implication. Vous méritez ce passage, rendez-le unique. Eh bien, un grand merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Ce que je retiens particulièrement de cet échange avec Jennifer, c'est cette idée d'équilibre. Être exigeant sans écraser. Être professionnel sans devenir froid ou inaccessible. Créer un cadre sérieux tout en laissant de la place à l'humain, à l'humour, au relâchement du stress. Notre échange montre aussi à quel point les différentes casquettes enrichissent le regard porté sur la VAE. Le vécu d'ancienne candidate nourrit sa posture d'accompagnatrice. Le travail d'accompagnement affine son regard de jury. Et chaque nouveau candidat vient encore questionner, ajuster et faire évoluer sa pratique. J'ai aussi beaucoup aimé cette phrase qu'elle adresse aux candidats. Le parcours est long, sinueux, mais il en vaut la peine. Je crois que cela résume très bien la réalité de nombreuses VAE. Un chemin parfois exigeant, parfois déstabilisant, mais profondément transformateur. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains numéros. Vous pouvez aussi partager votre expérience, proposer un thème ou témoigner dans le podcast. Le lien de contact est disponible en description. Merci pour votre écoute. La VAE, c'est parfois apprendre à prendre pleinement sa place de professionnel.